Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui le sujet c'est 13 jours, 13 Days en américain, un film des années 2000 de Kevin Costner qui retrace la crise des missiles de Cuba. L'objectif de cette vidéo, ça va être d'analyser la séquence de la reconnaissance des RF-8 Crusader au-dessus de l'île de Cuba, mais je ne vais pas vous laisser qu'avec ça. Différents chapitres juste après le jingle. On va commencer avec un petit coup de background historique. Après, derrière, nous allons nous focaliser sur le RF-8. Et oui, R c'est pour reconnaissance, donc c'est une version du Crusader spécialement dédiée à la reconnaissance. Ensuite, regardez plus en détail les missions, car il y en a eu plus de 70, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le film. Et derrière, analyser la séquence du film, regarder s'il y a des petits soucis, des petites choses à redire, mais de manière générale, c'est très propre. Et on va finir avec quelques petites anecdotes, parce qu'il y a de quoi faire. J'en profite juste pour vous dire que, suite aux multiples demandes, la version française de Débrief arrive. Je pense lancer les préventes mercredi prochain, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais en parler. Et le livre devrait être disponible pour la fin du mois. Allez, c'est parti, jingle. La crise des missiles de Cuba, une fameuse crise qui a duré 13 jours et qui, en partie, s'est passée bien loin de Cuba. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, je vous encourage, à la fin de cette vidéo, à aller dans Google et taper U2, Sibérie, crise de Cuba, et vous allez voir qu'il y a une multitude d'événements intéressants qui sont passés en Sibérie pendant cette période. Je vous en dis pas plus parce que ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Je vais me refocaliser sur les Antilles, sur Cuba. Vous le savez sûrement, c'est situé à peu près 90 miles, moins de 200 km des États-Unis. La base américaine la plus proche, c'est Key West. Et le problème de l'époque, c'était quoi? Un régime communiste avec Fidel Castro qui avait acquis du matériel soviétique nucléaire, qui avait donc la capacité, avec des missiles SS-4, de mettre en œuvre de l'armement nucléaire moyenne portée, n'importe où aux États-Unis. Ça posait un souci aux électeurs américains et aux politiques américains, forcément, vous vous en doutez bien. Et donc ça a créé une escalade politique, mais également militaire, qui s'est soldée par la mort d'un officier, un major américain, pilote de U-2, décédé le 27 octobre 1962. Mais le petit point que vous savez peut-être pas, c'est qu'en plus de ces missiles balistiques soviétiques, il y avait des sous-marins soviétiques dans la zone, et notamment des sous-marins soviétiques d'attaque avec des torpilles nucléaires. Je suis pas là pour rentrer dans le détail maritimo-maritime et du blocus, mais ce qui va vous intéresser, c'est de savoir que les RF-8, donc F c'est pour fighter, R c'est pour reconnaissance, 8 c'est le numéro 8, fabriqué par Vought, qui était un fabricant américain, qu'on appelle le Crusader, que nous avons utilisé dans la marine française jusqu'à les années 2000 à peu près, eh bien, a été utilisé pour des vols de reconnaissance basse altitude. À cette époque-là, pour faire des photos, aux États-Unis, c'était très simple. Soit l'US Air Force, l'armée de l'air, utilisait des avions espions, les U-2, très haute altitude, des photos plutôt prises de loin, assez intéressantes, mais qui manquaient un petit peu de détails et de piquets, ou alors de l'attaque, ou de la reconnaissance pour être précis, basse altitude, avec des photos prises à 200 pieds, ça fait 60 mètres de hauteur, ou alors 1000 pieds, à peu près 300 mètres de hauteur. Et il y a eu un mix des deux, avec initialement des vols de U-2 qui ensuite ont déclenché plus de 70 missions du RF-8 de la Navy, et pas n'importe quel escadron, un escadron spécialisé dans la reconnaissance, parce que c'était une spécialisation unique avec des avions particuliers qui n'avaient pas de canon. Les 4 canons de 20 mm avaient été remplacés par des appareils photo, et ces avions étaient normalement basés sur la Naval Air Station de Cecil Field, à côté de Jacksonville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la chance, pendant ma formation aux États-Unis, de faire des appontages simulés sur piste, sur ce terrain de Cecil Field, donc je le connais bien, et il est très sympa, c'est une belle piste, comme vous pouvez le voir. Et la manip, c'était très simple. Des avions de Cecil Field descendent à Key West. De Key West, ils partent en basse altitude au-dessus de la mer, à peu près 200 pieds, rejoignent les côtes cubaines, vont survoler des objectifs entre 200 et 1000 pieds, reviennent, se posent à Jacksonville, on retire les caméras à ce moment-là, on analyse les films, on refait décoller les avions
on les pose à Cecil Field pour la maintenance, on les remet en état, on les renvoie à Key West. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la complexité de la boucle, mais c'était pas simple. Ils ont fait ça plus de 77 fois. Et dans le cas du film, du scénario aujourd'hui, ça va être le 23 octobre 1962. On va voir 2 avions à l'écran, mais dans la vraie vie, c'est l'opération Blue Moon, la lune bleue. Et ça a été 3 patrouilles de 2 pour 3 objectifs différents, avec effectivement des survols très bas, 200 pieds. Et pour la petite anecdote, j'en dis une en avance, ils ont volé tellement bas au-dessus de la mer qu'ils se sont chargés en sel au niveau des senseurs et les photos n'ont pas forcément été de la qualité attendue. Donc derrière, ils ont débriefé et ils ont appris et ils ont changé un petit peu les profils de vol. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le RF-8? C'est un avion classique, mais sympa à savoir, sur les 2 aéronefs qui ont fait cette première mission et les photos très connues que je vous mets à l'écran, eh bien les 2 ont été détruits plus tard pendant leur carrière militaire. Vous avez un des 2 aéronefs qui a été perdu lors d'un mauvais catapultage le 2 décembre 1976. Pour les plus armés de terre d'entre vous, le 2 décembre, c'est la bataille d'Austerlitz en France. C'était pour l'anecdote. Et l'autre a été abattu au Vietnam. C'était une époque où il y avait beaucoup d'attrition, c'est toujours bon à savoir. Et oui, certains avions américains ont essuyé des tirs de flak, de DCA, de défense contre les avions. Donc ce que vous allez voir est entièrement réaliste. Bon, il n'y a plus qu'à analyser le film. Allez, action. Au premier plan, vous voyez des avions en Gulf India qui sont de la VF-24. Historiquement, ce n'est pas possible. La VF-24 était déployée sur la côte ouest à ce moment-là. Les avions qui nous intéressent devraient être immatriculés en Golf Alpha. Vous en voyez au fond là-bas. C'est la VFP 62, l'unité qui a participé à ces 77 missions, qui avait 12 pilotes et qui a eu des renforts du Marine Corps, donc des forces de la marine. Il y avait 12 pilotes de la Navy, 4 pilotes des Marines qui ont participé à ces opérations. Au niveau des images que vous voyez devant vous, eh bien, c'est tourné aux Philippines avec des avions Crusader d'une version différente de celles qui ont été utilisées historiquement, qui ont été remis en état, repeints, suite à un arrêt de la flotte, parce qu'aux Philippines, il y a eu une éruption volcanique, ça a contaminé les Crusader locaux, et derrière, ils ont juste été remis en état pour le film. Et vous remarquerez au niveau du paysage qu'il y a des montagnes, contrairement à Key West, donc là ils sont censés être dans le sud de la Floride, un endroit qui est extrêmement plat, avec des belles îles, et je vous recommande de regarder le film True Lies, avec Arnold Schwarzenegger, qui se passe également à Key West. Vous avez des très belles images aériennes, mais on en reparlera. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit arriver le commandant d'unité et un de ses équipiers. Donc en termes d'ancienneté, là on a un assez grand écart avec le commandant de l'unité qui est très expérimenté pour la première mission. On va prendre un jeune pour qu'il puisse être un bon équipier et surtout profiter de l'expérience de cette mission. Donc c'est Will Helmy qui est l'équipier, je vous en reparlerai un petit peu, et vous avez William Eckert qui lui est le commandant de l'unité à ce moment-là et qui validait la mission. Il donne son casque à son pistard, donc là c'est le pistard. Voilà, bon là, généralement dans la marine, on aime bien garder notre casque sur la tête quand on va aux avions. Là, c'est un cas particulier. Avoir les lunettes sur soi quand on va aux avions, c'est assez rare. Ça vous fait quelque chose de plus à vous balader, mais pourquoi pas. Vous voyez qu'il a son holster, il a son pistolet avec lui, avec des cartouches. Il a également sa lampe de vol de nuit. Et là, c'est le dernier moment où il vient donner quelques petits conseils. Ça sert de briefing pour le film sur la mission. Donc en gros, il lui dit de faire pareil. Ce qui est assez classique en fait pour on va dire des chasseurs de cette génération-là. Moi je l'ai connu sur Super Étendard où il faut faire simple en tant qu'équipier, il faut suivre son leader et bien faire son travail. Donc là on voit, normalement il serait déjà prêt, on voit les 4 caméras qui sont armées, les pilotes qui sont en train de mettre en route les aéronefs avec le nom du commandant Eckert, donc ça c'est complètement cohérent. Le roulage verrière ouvert parce qu'on est à Key West, il fait chaud. Le lieutenant Wilhelmy, donc lieutenant c'est lieutenant de lieutenant, c'est capitaine dans l'Air Force ou c'est lieutenant de vaisseau dans la marine, c'était mon grade. Et nous avons les aéronefs qui roulent. Jusque là tout va bien. En Golf Alpha c'est cohérent. VFP 62 là c'est bon. Un signal visuel avec de la lumière verte depuis la tour de contrôle pour dire autorisé au décollage. C'est cohérent également dans une logique de discrétion radio. Il y a de grandes chances qu'ils aient fait tout le vol sans parler à la radio, de manière à être le plus discret électromagnétiquement possible. Donc c'est parti, on ferme les verrières, ce qui veut dire on y va. Les 2 avions sur la piste 20 droite, et en termes de positionnement, ils ne seraient pas les deux de front comme ça. Normalement, vous avez un léger retrait de la part de l'équipier.
Donc vous devriez avoir un léger décalage. On est en Golf Alpha, tout va bien, on met plein gaz. Le leader part, le numéro 2 derrière. Très léger retard. Normalement, généralement, ce que vous voulez faire, c'est soit les deux partent en même temps, d'où cette position légèrement décalée initialement, soit vous partez à 10 secondes, soit par exemple à 20 secondes ou 30 secondes. Donc dans un cas comme ça, c'est un décollage section. Vous voulez partir en même temps, sinon vous allez accuser un retard que vous aurez du mal à rattraper derrière. La rotation et les vols, les deux avions sont en vol basse altitude. Voilà. Donc généralement, l'équipier va se mettre en étagement positif. Qu'est-ce qu'on voit là? Une vue assez sympa, on voit que le leader se fait pas mal secouer. Dans la vraie vie, ça dépend des conditions, mais vous ne faites pas forcément autant secouer que ça. Néanmoins, vous le savez, je vous le dis, mais c'est des films, c'est comme ça. Vous devriez avoir les visières baissées. Si là, il tape des mouettes ou autre, ça peut faire des dégâts et abîmer vos yeux. Petite vue embarquée, on rentre à l'intérieur du territoire cubain. Petit virage qui va bien. Et là, donc, on voit que ça chauffe au niveau des moteurs. On est très bas, on est dans les alentours des 100 pieds là. Petit signal visuel, et oui, parce qu'on ne parle pas à la radio, pour dire allez, on enregistre. Smile, you're on candid camera, ça c'est véridique, c'est exactement ce qu'ils avaient marqué sur les avions. Et là, vous avez donc les caméras. Une navigation assez simple. Pourquoi? Parce qu'on veut faire simple dans ces cas-là. Donc là, ils sont en train de suivre une rivière, ce qui paraît assez cohérent. Ça permet d'éviter les erreurs de navigation. À cette époque-là, il n'y a pas de GPS. Hein. Là, le fait qu'ils soient entendus en amont, tous discutent, ils sont peut-être très forts, ou alors ils ont des guetteurs. Et quand vous arrivez à 100 pieds, comme ça, 480 nœuds en basse altitude, ça surprend pas mal, et surtout, ça laisse pas vraiment le temps aux adversaires de se préparer. Bon, là, vous avez toute la palanquée, un petit peu d'armes légères ou autres. Un survol, très basse altitude, donc là, on est dans les 200 pieds. Hop là. Donc il y a beaucoup de réservoirs qui sont auto-obstruants. C'est-à-dire que si vous avez un impact au niveau, surtout chez les Américains, un impact, eh bien, ça va venir éviter les fuites de kérosène. Et ça repart en remontant. Parfait. Donc voilà. Ça rentre gentiment. Alors c'est rigolo, le petit pied est légèrement en avance sur le leader, c'est-à-dire qu'il a dû faire le poser en premier. Et ça s'arrête. On remet les cales, important. Et fin de l'extrait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, c'est très bien fait, tout simplement. Les signaux visuels, oui. Les immatriculations, oui. La tactique, oui. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est extrêmement bien fait. Je suis assez impressionné. J'aime beaucoup cet extrait d'ailleurs. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Donc si ça vous a plu ou autre, eh ben, maintenant vous savez que c'est très cohérent et qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus, tellement c'est bien fait. Quelques petits points de détail, mais vu avec mon expérience contemporaine, là on parle quand même d'une opération qui a eu lieu il y a quasiment, c'était en 62, hein, on est en 2020, donc ça nous fait quasiment 60 ans. Donc en termes de manière de fonctionner, ça peut être légèrement différent. Nous maintenant on aurait un étagement positif, ce genre de petits détails, mais surtout, eh bien, ce type de reconnaissance n'est plus vraiment nécessaire de nos jours, notamment à cause des satellites. Le petit point sur lequel je voudrais rebondir au niveau des anecdotes, eh bien dans un premier temps, c'est donc le 27 octobre, le major Rudolf Anderson, à bord de son U-2, a été abattu par un SA-2. Il y a eu 2 SA-2 tirés, il avait 35 ans, père de plusieurs enfants, et il est mort suite à l'explosion, probablement dû à l'impact du premier missile qui a perforé sa combinaison et son casque. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire des fois en regardant le film, c'est le 27 octobre, les premiers vols de reconnaissance des RF-8 ont eu lieu le 23, donc il y avait déjà des vols basse altitude. Ce n'est pas à cause de la perte du U-2 que les pilotes de la Navy ont été envoyés faire des vols de reconnaissance. C'est le premier point, et je pense que dans le film, c'est pas très bien rendu de ce côté-là. Le 27 octobre, qui est le jour où il a été abattu, il y a eu 14 missions qui ont été effectuées par les RF-8, en partie, je pense, à cause de ça. Il y a eu un total de 160 000 négatifs qui ont été pris par les RF-8, c'est juste énorme. 160 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des Marines qui ont participé également, comme je vous le disais. Et le 26 novembre, John Fitzgerald Kennedy est venu féliciter cet escadron, leur a remis des décorations spéciales et la plupart des pilotes ont eu la DFC, Distinguished Flight Cross, qui est une très belle citation, une très belle décoration américaine. Je voudrais finir un petit peu autour des pilotes. Je vous ai parlé de William Ecker. William Ecker, lui, qui a fait une belle carrière dans la Navy, qui a écrit un livre qui est sorti récemment, qui est mort en 2012. Je vous conseille son livre, je vous mets le lien en dessous. L'acteur
qui fait William Ecker, c'est Christopher Lawford. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le neveu du vrai John Fitzgerald Kennedy. C'est le fils d'une des sœurs de JFK. Malheureusement, cet acteur est mort à 63 ans à Vancouver sur une séance de yoga. Il a fait une crise cardiaque, donc c'était en 2018. Mais voilà, c'est donc de la famille de JFK. Et encore une fois, pour ce qui est de l'acteur qui fait Will Helmy, donc son équipier, eh bien là, c'est David O'Donnell. Et lui, c'est le petit-fils de l'assistant personnel de JFK de 61 à 63, donc pendant cette période, mais également jusqu'à la fin de sa vie, son assassinat. Donc je trouve que d'un point de vue historique, c'est assez sympa. Vous avez deux personnes proches, si je puis dire, de la situation qui ont incarné des rôles dans le film. Et pour ce qui est de Will Helmy, eh bien, cet équipier a voulu faire astronaute plus tard. Il est rentré à la Test Pilot School, il a volé sur T-28 et le 17 février 1966, il est mort dans un accident de son T-28 où les deux ailes ont été arrachées. Donc si je devais résumer cette période-là, eh bien ses missions sont bien passées, un U-2 a été abattu, les deux aéronefs mis en avant dans ce film ont été perdus plus tard, un au catapultage, l'autre abattu au sud du Vietnam, et des deux pilotes présents là, un est mort en service aérien commandé derrière. Je pense que ça remet un petit peu l'église au milieu du visage sur ce qu'était l'aéronautique de combat à cette époque-là, des risques encourus et où le danger était vraiment très très présent au quotidien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur cette petite étude. On se retrouve très rapidement. Cette semaine, je vais prendre un petit peu d'avance et traiter pas mal de sujets. La vente des Rafales en Grèce, qu'est-ce que ça va changer en termes d'équilibre en Méditerranée, d'autres sujets également à venir autour de tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires, continuez à m'envoyer vos mails, je les lis. Et comme je vous disais, lancement du livre Débrief en VF en pré-vente cette semaine. Excellent dimanche à tous et fly safe.